L'abeille était déjà présente sur Terre il y a 60 millions d'années. Des fossiles à l'aspect identique aux abeilles actuelles ont été mis à jour. À cette époque, l'abeille ne savait pas que l'homme allait un jour la considérer comme un animal domestique. La récolte et la consommation de miel, à distinguer de l'apiculture proprement dite, remontent à la préhistoire. Les peintures rupestres représentant des scènes de cueillette de miel montrent l'utilisation d'échelles et de l'enfumage. La récolte du miel impliquait généralement la destruction de la colonie. À cette époque, l'abeille ne savait pas que l'homme trouverait un jour des façons bien plus créatives de profiter de son travail. Le premier témoignage de la domestication des abeilles est un bas-relief datant de presque 4500 ans dans le temple solaire d'Abou Gorab, en Égypte. On y voit représenter des ruches et des apiculteurs. À cette époque, l'abeille ne savait pas que l'homme irait jusqu'à commercialiser l'intégralité des produits de la ruche, du miel à la gelée royale, en passant par la cire, le pollen ou encore la propolis. Aujourd'hui, l'abeille mellifère, Apis mellifera, est dite domestique. Mais Apis mellifera existait à l'état sauvage bien avant l'apiculture et a continué d'exister à l'état sauvage en parallèle de l'apiculture. Il y a quelques temps de ça, je suis tombée sur une vidéo sur les ruches de biodiversité et il était question du statut de l'abeille. La personne qui présentait cette vidéo expliquait que les ruches de biodiversité permettaient d'offrir un habitat, un refuge, comme un nichoir aux abeilles pour les laisser vivre comme elles le feraient naturellement à l'état sauvage, comme on pourrait le faire avec un nichoir à oiseaux ou un hôtel à insectes par exemple. Et la personne nuançait quand même son propos en disant que le mot sauvage pouvait prêter à confusion. Et là-dessus, moi je suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'en fait c'est l'appellation abeille domestique qui prête à confusion, puisqu'elle laisse à penser que l'abeille mellifère n'a pas sa place dans les écosystèmes, que c'est une espèce élevée par l'homme en vue de la production uniquement, comme ça pourrait être le cas pour d'autres animaux de ferme, je pense aux vaches, aux poulets, etc. Ce sont des espèces qui ont été sélectionnées par l'homme pour la production, mais qui n'ont pas leur place dans les écosystèmes sauvages et qui ne sont pas capables de vivre à l'état sauvage sans l'aide de l'homme. Et pour l'abeille, c'est pas du tout le cas. Par exemple, si vous avez une ruche domestique et que vous avez un essaim qui sort de cette ruche et qui va s'installer dans un arbre creux ou toute autre cavité naturelle, cet essaim sera parfaitement capable de vivre par ses propres moyens, de trouver la cavité, l'habitat qui lui convient, de construire par ses propres moyens ses rayons de cire sans que personne ne lui donne de cire gaufrée, d'aller chercher ses ressources, sa nourriture dans son environnement sans que personne ne l'aide. Et puis, au bout d'un moment, quand la place viendra à manquer dans la cavité qui a été choisie, puisque il n'y a pas d'apiculteur pour agrandir la ruche au fur et à mesure du développement de la colonie, eh bien cet essaim essaimera à nouveau et la boucle est bouclée. L'abeille mellifère, elle est parfaitement capable de survivre à l'état sauvage par ses propres moyens sans aide de l'homme. D'autre part, Apis mellifera, c'est une espèce sauvage. C'est une espèce qui existe à l'état sauvage sur le territoire français, typiquement celle qui est endémique de chez nous, la sous-espèce d'Apis mellifera endémique en France, c'est Apis mellifera mellifera, l'abeille noire. Et elle a tout à fait sa place dans les écosystèmes, l'abeille mellifère, puisqu'elle existe à l'état sauvage naturellement. Et du coup, cette histoire d'abeille domestique, ce statut d'abeille domestique qu'on lui donne finalement, c'est assez réducteur d'une part, et d'autre part, ça entraîne des raisonnements pervers, comme on entend quelquefois que les abeilles domestiques font concurrence aux abeilles sauvages. Cette histoire de concurrence, elle existe dans la tête des gens. Déjà, faut bien comprendre que dans la nature, il y a beaucoup plus de cas de symbiose que de concurrence. Quand une espèce dans un écosystème donné se porte bien, eh ben ça se répercute sur les espèces qui coexistent avec elle, et l'inverse est vrai. Quand une espèce se porte mal, eh bien les espèces qui coexistent avec elle se portent mal également. Donc voilà, ce statut d'abeille domestique, pour moi, il prête à confusion parce qu'il laisse à penser que l'abeille mellifère n'est pas une espèce sauvage et que du coup, en évoluant dans l'écosystème, dans le milieu sauvage, dans l'environnement, elle va faire concurrence et poser problème à la biodiversité sauvage. Ce qui est faux puisque l'abeille mellifère fait partie de cette biodiversité sauvage. On entend de plus en plus parler de la concurrence entre les abeilles domestiques, la Apis mellifera, et les abeilles sauvages solitaires,
nécessaire, concurrence pour le nectar, les fleurs et tout ça. Est-ce que tu as un avis là-dessus peut-être? Ah oui, j'ai plein d'avis là-dessus. Alors déjà, on peut absolument pas dire ça de façon générale. Ce sont des cas particuliers. Bien évidemment, si on emmène beaucoup de ruches dans un milieu où il y a peu de nourriture, bien évidemment, il y aura un phénomène de concurrence et ça peut être au détriment effectivement des abeilles sauvages solitaires, puisque nos abeilles domestiques, très souvent, elles sont nourries quand on a des problèmes de famine. Pour autant, c'est pas les abeilles. Moi, je n'incrimine pas les abeilles, nos abeilles domestiques entre guillemets, nos abeilles mellifères, d'être responsables de cette concurrence. C'est vraiment les exactions de l'homme qui font qu'on appauvrit le milieu, on appauvrit l'écosystème, et la conséquence, c'est que ces espèces sont en concurrence, alors qu'elles ne devraient absolument pas l'être et qu'elles ne l'ont jamais été jusqu'à présent. D'une part parce que les abeilles solitaires vont butiner des fleurs différentes de celles que butinent les abeilles domestiques. Les adaptations des langues, des systèmes de captation du nectar est très différent chez les unes et chez les autres, donc elles ont des spécialités, etc. etc. Il y a plein de petits paramètres qui font que normalement les abeilles sont faites pour cohabiter ensemble, et mieux que cela, des études anglaises ont prouvé exactement l'inverse, c'est-à-dire des études anglaises ont démontré que plus il y avait d'abeilles mellifères dans un milieu, plus il y avait d'abeilles solitaires. Pourquoi? Parce que s'il y a des fleurs, les abeilles mellifères pollinisent ces fleurs et donc entretiennent un potentiel de biodiversité végétale beaucoup plus important que si elles n'étaient pas là. Donc elles peuvent aussi avoir un impact bénéfique sur les abeilles solitaires. Donc c'est des problématiques qu'il faut vraiment étudier au cas par cas. On pourrait en parler longuement, mais il faut vraiment regarder ça au cas par cas. C'est au cas par cas, quoi. Moi, je n'accuserai pas les abeilles mellifères d'être responsables de la disparition des abeilles solitaires. C'est juste aberrant comme raisonnement. Pour moi, c'est un raisonnement pervers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en apiculture on n'élève pas seulement de l'abeille noire, c'est-à-dire la sous-espèce d'Apis mellifera endémique chez nous. On élève différentes sous-espèces d'Apis mellifera, ce qui d'ailleurs pose problème puisqu'elles sont toutes fécondables entre elles, donc il y a des croisements qui se produisent naturellement entre ces différentes sous-espèces. Et puis il y a le cas un petit peu à part de la buckfast. La buckfast, c'est la seule qui pourrait être considérée comme une race domestique, dans le sens où elle a été sélectionnée par croisement successif de diverses sous-espèces, puis par une sélection rigoureuse en vue de la production. Donc effectivement, l'abeille buckfast, c'est bien une race, contrairement aux autres abeilles utilisées en apiculture qui sont des sous-espèces naturelles d'Apis mellifera, pas forcément endémiques de chez nous, mais naturelles. La buckfast, elle n'est pas OGM comme j'ai pu le lire quelquefois, etc. Les organismes génétiquement modifiés, c'est complètement autre chose. Ici, il s'agit tout simplement d'une sélection en vue de la production. Alors cette sélection, évidemment, elle est à l'avantage de l'homme. Est-elle à l'avantage de l'abeille ? Ça, c'est toute la question, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la permaculture qui regardent ma chaîne, et certains qui voudraient mettre leur première ruche peut-être, éventuellement. Est-ce que tu as des conseils pour un débutant qui veut avoir sa première ruche, débuter? Déjà, je vais être un petit peu provocateur. Allez. J'imagine pas une ferme de permaculture sans abeilles. Okay. Oui, c'est juste. C'est même un petit peu la base. Quand j'ai démarré, je me suis installé dans les Pyrénées, moi, il y a 40 ans maintenant, un petit peu plus. 77, 78, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est d'avoir 3-4 ruches, parce qu'effectivement ça fait partie de l'écosystème, et c'est pas les abeilles mellifères toutes seules qui vont polliniser toutes les plantes autour dans une ferme, mais quand même elles ont un rôle super important. Donc d'avoir une ou quelques ruches, une ruche toute seule, c'est un petit peu dommage. Et puis les difficultés qu'on connaît en apiculture aujourd'hui sont telles qu'une ruche c'est quand même relativement fragile, donc elle peut dépérir, elle peut disparaître, et après on se retrouve sans rien, c'est un petit peu dommage. Avec 2 ou 3, on a plus de chances de passer ces difficultés-là. Okay. Moi, je conseillerais d'installer une ruche de biodiversité comme celle-ci, c'est-à-dire une ruche sur laquelle il n'y a pas d'objectif de production, qui est là juste pour les abeilles et pour la pollinisation, pour ce travail justement qu'on leur demande de faire gratuitement pour nos beaux yeux, et qui nous permet de récolter des beaux légumes et des belles cultures. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour rendre à l'abeille mellifère sa nature sauvage et sa place dans les écosystèmes. Si l'apiculture de production est légitime, au regard de la longue coévolution entre l'homme et l'abeille, doit-on pour autant négliger la nature même de l'abeille qui ne s'accommode pas toujours des besoins de l'apiculture professionnelle ?
Au lieu d'opposer les notions d'apiculture de production et d'apiculture de conservation, ne pourrait-on pas les faire cohabiter et y trouver des avantages, non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'abeille ? J'oppose pas du tout les ruches de biodiversité, puisque ce sont des ruches de biodiversité, c'est-à-dire qu'ils sont là pour les abeilles et non pas pour leur production, avec les ruches de production. Je les oppose pas du tout, les deux doivent marcher en parallèle. Et chez moi, j'ai les deux types de ruches. Et je tiens à garder toujours les deux types de ruches, même si mes ruches de production aujourd'hui, elles produisent très très peu, je fais le minimum sur elles. Ça me semble super important de ne pas opposer apiculture de production et apiculture de conservation. Les deux doivent aller de pair. Et j'encourage aujourd'hui même les apiculteurs professionnels à avoir au moins 20% de leurs ruches en ruches de biodiversité, parce que c'est en respectant les essaimages et c'est par les essaims de leurs ruches de biodiversité qu'ils vont arriver à régénérer leur cheptel qui aujourd'hui souffre énormément, tous les maux qu'on connaît aujourd'hui. Apiculture de production, apiculture de conservation, ruches de production, ruches de biodiversité, doit-on les faire cohabiter ou peut-on imaginer un modèle intermédiaire, à la fois respectueux du mode de vie et des besoins des abeilles mellifères, tout en permettant quelques récoltes de miel pour une production à l'échelle familiale ? Nous partons à la rencontre de Sylvain, qui semble avoir trouvé un équilibre avec ses ruches varées. Bonjour à tous, salut Maud, merci à toi de m'avoir sollicité à l'occasion de cette vidéo. Alors ici nous avons créé un petit rucher familial, c'est avant tout un rucher de sauvegarde, mais nous y faisons une petite récolte de miel dans l'année. Ce que nous voulons surtout, c'est respecter le cadre de vie de l'abeille et son rythme naturel de développement. Notre démarche, notre manière de fonctionner, c'est de proposer le meilleur habitat possible à nos abeilles et de limiter nos interventions sur les ruches. En échange de quoi, nous nous autorisons une fois dans l'année à faire un prélèvement de miel. Le surplus, celui que les abeilles n'ont pas besoin pour passer l'hiver. Pour loger nos abeilles, nous avons fabriqué un rucher couvert et opté pour des ruches ouarées. Avoir un rucher couvert permet d'abriter les colonies des intempéries et de leur assurer encore un peu plus de tranquillité. Le format ouaré est pour nous celui qui est le meilleur compromis entre la ruche de biodiversité et celle assurant une petite récolte de miel. Dans ces ouarées, horizontales ou verticales, nous les laissons bâtir naturellement leurs rayons. Nous leur apportons parfois juste une légère amorce en haut des cadres ou barrettes, histoire de les guider un peu. Dernière chose, nous ne cherchons pas à restreindre l'essaimage. Nous gardons en tête que c'est l'instinct des abeilles, c'est leur mode de reproduction. Nous essayons juste d'anticiper ce moment pour être présents afin éventuellement de pouvoir récupérer l'essaim qui est parti de chez nous. Voilà donc très succinctement notre manière de cohabiter avec nos abeilles et de vivre une apiculture qui ne leur soit pas préjudiciable. J'espère que ce témoignage vous aura été utile et inspirant. Alors la gestion de l'essaimage, c'est un paramètre hyper important, aussi bien pour les apiculteurs professionnels que pour les apiculteurs amateurs, que pour les gens qui veulent juste installer une ou quelques ruches de biodiversité au fond de leur jardin. Pas pour les mêmes raisons, mais pour bien comprendre de quoi on parle, on va rappeler déjà ce que c'est que l'essaimage. Alors au printemps, les jours rallongent, les ressources commencent à être de plus en plus importantes dans l'environnement. La colonie commence à augmenter en population et la population va continuer d'augmenter de façon exponentielle à peu près jusqu'au solstice d'été. La grande saison des essaimages, ça va être avril-mai, même si ça arrive que ça commence avant et que ça se poursuive un petit peu plus tard dans la saison. C'est assez dépendant aussi de la météo. Mais en général, quand la place vient à manquer ou quand la reine commence à être un petit peu âgée, les abeilles vont lancer un élevage royal, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à édifier, à construire des cellules royales dans lesquelles la reine viendra pondre et dans lesquelles elles vont ensuite élever des nouvelles reines.
Quelques jours avant la naissance de ses filles, l'ancienne reine va quitter la ruche avec une partie de la population pour aller s'installer ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des essaims perchés dans les arbres ou dans des endroits quelquefois un peu plus insolites. C'est tout simplement l'ancienne reine qui a quitté sa ruche avec une partie de la population pour aller chercher un nouvel endroit où s'installer. Voilà, donc ça peut être une ruche vide proposée par un apiculteur ou une cavité naturelle, etc., etc. On en retrouve quelquefois qui s'installent entre un volet et une fenêtre. Enfin bref, l'idée c'est que une partie de la colonie va rester dans la ruche et élever la future nouvelle reine, pendant que l'ancienne reine s'en va avec l'autre partie de la population pour aller s'installer ailleurs. Alors pour les apiculteurs professionnels, évidemment, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que la ruche qui a essaimé, elle a perdu une grosse partie de sa population. En plus, avant de s'en aller, les abeilles se sont gorgées de miel et donc ont emporté avec elles une partie des réserves. Ce qui fait que cette ruche, qui doit maintenant élever une nouvelle reine et se remettre à produire, elle a beaucoup moins de population et elle va donc faire beaucoup moins de miel. On entend souvent dire qu'une ruche qui a essaimé ne fera pas de miel. C'est pas tout à fait vrai, mais une ruche qui a essaimé fera moins de miel que ce qu'elle aurait fait si elle avait conservé l'intégralité de sa population. Et c'est pour ça que les apiculteurs professionnels cherchent toujours à éviter ou en tout cas à limiter au maximum l'essaimage de façon à ce que les ruches restent très populeuses et puissent produire davantage de miel. Évidemment, ils ont besoin de leur production pour vivre, c'est leur métier. Donc pour eux, l'essaimage, c'est problématique puisque ça va diminuer leur production. D'autre part, dans les ruches des apiculteurs professionnels, il y a très souvent des reines dites sélectionnées, c'est-à-dire des reines qui ont été achetées souvent assez chères d'ailleurs, auprès d'apiculteurs sélectionneurs, auprès d'éleveurs de rennes, d'apiculteurs dont c'est le métier d'élever des rennes. Donc elles ont une certaine valeur et ces rennes-là, les apiculteurs ne veulent pas les perdre. Donc si la reine s'en va avec une partie de la population et que l'apiculteur n'est pas là pour récupérer les seins, eh bien il va perdre sa reine, il va perdre une génétique qui était peut-être intéressante et du coup c'est embêtant pour eux. Voilà pourquoi les apiculteurs professionnels cherchent généralement à éviter l'essaimage. Donc alors tout ça, c'est compréhensible de la part des apiculteurs professionnels, ça peut être discutable et discuté, bien sûr, on peut se dire, bah oui, mais c'est le mode de reproduction naturelle des abeilles, donc contrarier ce processus d'essaimage, c'est contrarier la volonté de reproduction des abeilles, effectivement, mais dans une logique de production, c'est complètement logique de chercher à limiter l'essaimage. En revanche, c'est quelque chose qui est beaucoup moins logique de la part des petits apiculteurs amateurs, familiaux, qui veulent juste avoir une petite production pour la famille, les amis, etc., qui ne cherchent pas à vivre de leur production. Là, c'est beaucoup moins compréhensible et c'est beaucoup moins logique de les voir se comporter comme les professionnels en empêchant l'essaimage. Alors comment est-ce qu'on empêche l'essaimage ? Là encore, c'est toujours assez intrusif. Pour empêcher l'essaimage, il y a plusieurs façons de faire. Bon, la première, c'est tout simplement de donner de la place, donc d'agrandir la ruche au fur et à mesure du développement de la colonie. Bon, ça, c'est la base, mais bien souvent, ça ne suffit pas. Donc les apiculteurs sont obligés de passer au moins une fois par semaine, quand c'est pas plus, pour sortir tous les cadres un par un et casser une par une toutes les cellules royales que les abeilles ont construites. Puisque tant qu'elles n'auront pas une jeune reine prête à naître pour prendre le relais de l'ancienne reine, les abeilles ne quitteront pas la ruche. Donc vous comprenez bien que ça, c'est une méthode assez intrusive. D'ailleurs, beaucoup d'apiculteurs n'aiment pas le faire. C'est intrusif, ça dérange la colonie, ça refroidit le couvain, etc. L'autre méthode qui peut permettre de limiter un petit peu l'essaimage, c'est de prélever des cadres dans les ruches très populeuses et de s'en servir ensuite pour constituer des essaims artificiels. Et là, du coup, la ruche a un peu moins de population, toujours suffisamment pour faire du miel, mais souvent, ça suffit à limiter la volonté d'essaimage des colonies. Voilà. Donc comme je le disais précédemment, ça se justifie beaucoup moins de la part des petits apiculteurs familiaux, qui eux veulent juste faire un peu de miel pour eux, pour la famille, pour leur consommation, etc. et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une énorme production. Du coup, est-ce que c'est pertinent dans le cadre d'une apiculture familiale de chercher à empêcher l'essaimage ? Personnellement, je ne pense pas. C'est aussi important de savoir ça, de connaître et de comprendre ce processus d'essaimage pour les gens qui veulent installer une ou quelques ruches de biodiversité dans leur jardin, puisqu'il faut bien comprendre que dans ces ruches, les ruches de biodiversité, c'est des ruches qu'on n'agrandit pas, qu'on laisse vivre leur vie comme des colonies sauvages. Ça veut dire que tous les ans, voire plusieurs fois par an, ces colonies vont essaimer.
Quand la place va venir à manquer, ces colonies vont essaimer, vous allez avoir des essaims qui vont sortir. Alors ça peut être chouette parce que vous pouvez les récupérer, les mettre dans une nouvelle ruche, etc. Ça peut être très sympa. Ça peut aussi poser des problèmes si vous avez des voisins proches, etc. Puisque les essaims, ils vont pas faire de distinguo, ils vont aller s'accrocher là où bon leur semble, y compris sous le toit du voisin ou dans ses arbres, etc. Ça peut poser des problèmes. Donc c'est important de comprendre que pour chaque ruche de biodiversité installée dans votre jardin, eh bien chaque année vous aurez un voire plusieurs essaims. Ça, il faut le savoir. Si les défenseurs de l'apiculture naturelle et des ruches de biodiversité critiquent souvent les méthodes de l'apiculture de production, les apiculteurs professionnels, quant à eux, s'inquiètent de la présence de ruches sauvages, livrées à elles-mêmes, sans traitement contre l'ennemi public numéro 1 des abeilles mellifères, le varroa. En effet, les mâles passent de ruche en ruche au cours de la saison et peuvent favoriser une recontamination en transportant les parasites depuis les ruches infestées. Il se dit aussi que des ruches non traitées seraient condamnées, vouées à s'éteindre à plus ou moins long terme, écrasées par la pression du varroa. C'est encore une fois oublier le rôle essentiel de l'essaimage dans la gestion parasitaire d'une colonie. L'acarien parasite Varroa destructor se reproduit dans le couvain des abeilles. L'essaimage entraîne une rupture de ponte, aussi bien pour la partie de la colonie qui s'en va et doit trouver un nouvel habitat et construire des rayons avant que la reine puisse recommencer à pondre, que dans la partie de la colonie restée dans l'ancienne ruche qui doit élever une nouvelle reine et attendre qu'elle aille se faire féconder pour commencer à pondre. Cette rupture de ponte entraîne également une rupture dans le cycle de développement du varroa, ce qui l'empêche d'atteindre le seuil critique où le parasite prend le dessus sur la colonie. Tu peux me dire ce que tu es en train de fabriquer? Alors, je suis en train de fabriquer une ruche en paille, une ruche en vannerie, avec de la paille de seigle et de la ronce pour faire le lien. L'intérêt de cette ruche, c'est plus une ruche destinée au confort des abeilles, c'est plus une ruche de biodiversité pour le confort des abeilles qu'une ruche de production. Pour autant, si on veut une petite production, on peut toujours mettre une petite réhausse et récolter 1 ou 2 ou 3 kilos de miel par an, mais pas plus. L'idée, c'est vraiment de solliciter le moins possible les abeilles pour qu'elles soient en meilleure santé possible et en capacité à s'adapter à toutes les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui. Alors une ruche de biodiversité, c'est quoi? Eh bien l'idée de base, c'est d'avoir une ruche qu'on propose aux abeilles mellifères comme on le ferait pour un nichoir à oiseaux ou un hôtel à insectes, dans lesquels on va laisser des abeilles venir s'installer ou dans lesquels on va venir installer soi-même un essaim, et après quoi on laissera les abeilles vivre leur vie sans les déranger, sans intervenir, sans agrandir la ruche au printemps, sans chercher à faire une récolte, ou alors en faisant une toute petite récolte annuelle, mais en les dérangeant le moins possible et en les privant le moins possible de leurs ressources, de leurs réserves, en leur laissant tout pour elles et en respectant leur mode de vie, en respectant les essaimages, etc. Voilà, ça c'est le principe d'une ruche de biodiversité. Alors il en existe plusieurs types, hein. Vous avez des ruches en terre-paille, des ruches en vannerie, la ruche varrée avec barrette est très adaptée aussi pour faire office de ruche de biodiversité. C'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai une de mes ruches varrées qui a été installée sur barrette et qui est laissée en tant que ruche de biodiversité à laquelle je ne touche jamais. C'est très intéressant à observer et je pense que ça le sera d'autant plus après une année d'installation. Et puis après, il existe tout un tas d'intermédiaires, hein, comme on l'a vu précédemment avec l'exemple de Sylvain, c'est-à-dire des ruches, notamment la ruche varrée qui s'y prête bien, d'où sa réputation de ruche écologique, même si j'aime pas du tout cette expression, parce qu'en réalité, c'est la conduite de l'apiculteur qui est ou qui n'est pas écologique et non pas le modèle de ruche utilisé, mais c'est une ruche qui se prête bien à la fois à une apiculture plus naturelle, plus respectueuse. Alors, j'aime pas dire ça parce que ça sous-entend que les apiculteurs professionnels ou ceux qui travaillent en ruche d'Adam ne respectent pas leurs abeilles, ce qui est faux. On peut très bien respecter ses abeilles quand on travaille en ruche d'Adam et on peut très bien être respectueux de ses abeilles quand on est apiculteur professionnel. Donc, mais bon, une apiculture, on va dire, plus naturelle, voilà, plus proche du mode de vie naturel des abeilles, où on ne va pas chercher à les contraindre, à les restreindre, à restreindre leur mode de reproduction, etc., etc., mais où on peut quand même se permettre une petite récolte occasionnelle. Donc ça, c'est ce que je fais moi avec mes ruches varrées. Mes ruches varrées, elles sont quand même un minimum suivies. Je surveille ce qui se passe dedans, etc. Et on fait une petite récolte annuelle dessus. Et puis, j'ai à côté de ça mes ruches d'Adam,
Donc pourquoi avoir les deux modèles, me direz-vous? Eh bien parce qu'à la base, moi je voulais des ruches varées. Chris, lui qui a appris l'apiculture avec son père en ruche d'Adam, voulait des ruches d'Adam. Donc on a pris les deux de façon à ce que chacun puisse faire comme il voulait. Par contre, il y avait quelque chose qui était clair dès le début pour nous deux, c'est qu'on ne voulait pas utiliser de cire gaufrée. Donc que ce soit dans les ruches varées ou dans les ruches d'Adam, les abeilles sont en construction naturelle, on n'utilise pas de cire gaufrée, on n'utilise pas non plus de traitement chimique. Si on constate des problèmes de varroa, puisqu'on sait aujourd'hui que quasiment toutes les colonies d'abeilles domestiques ou sauvages sont atteintes par le varroa, et ben à ce moment-là, on peut éventuellement faire un petit traitement, mais on utilise le Varomède, donc qui est un traitement utilisable en agriculture biologique, composé essentiellement d'acide oxalique, donc qui est une molécule naturelle et non pas une molécule de synthèse. On ne met pas de pesticides dans nos ruches, donc même nos ruches d'Adam sont conduites de façon les plus naturelles possible. Alors la question de l'essaimage chez nous, elle s'est pas vraiment posée, puisque a priori on a beaucoup de chance, on a des abeilles qui ne cherchent pas trop à essaimer pour l'instant, donc la question, on n'a pas eu trop à se la poser, mais sincèrement je pense que je laisserai faire en faisant en sorte d'être présente pour récupérer les essaims, un petit peu comme l'a expliqué Sylvain, voilà, de laisser sortir les essaims et juste de bien surveiller les ruches pour savoir quand elles risquent d'essaimer, de façon à être présent pour récupérer les essaims. De toute façon, un essaim naturel, c'est très dynamique, ça a beaucoup plus de dynamisme qu'un essaim artificiel. Je le vois avec les essaims récupérés que j'ai. Il y en a un là que j'ai récupéré fin avril, ça fait 2 mois et demi, et là il est dans une d'Adam 10 cadres avec 2 hausses presque pleines. Alors que la saison a été très difficile, que j'ai des ruches qui ont beaucoup de mâles, qui n'ont même pas de hausse encore alors qu'il est, et ben là, cet essaim-là, lui, il a déjà rempli 2 hausses, quoi. Donc un essaim naturel, c'est vraiment très dynamique, etc. Alors encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de dire les ruches de biodiversité c'est bien, les ruches de production c'est mal, absolument pas. Ce sont deux choses différentes et il y a de la place pour tout le monde. Donc ça serait bien que les gens qui sont pour une apiculture plus écologique, plus respectueuse du mode de vie naturel de l'abeille, comprennent que les apiculteurs, c'est leur métier et qu'ils font des choix qui vont dans le sens de la production parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Et à l'inverse, ça serait bien que les apiculteurs professionnels ou ceux qui sont dans une démarche professionnelle comprennent que c'est important aussi qu'il y ait des gens qui continuent d'élever des abeilles de façon plus naturelle, qui respectent leur mode de vie naturel, qui respectent le processus d'essaimage, etc. Pourquoi? Parce que ces abeilles qui vont avoir un mode de vie plus proche des conditions de vie naturelles de l'abeille, elles vont constituer un réservoir génétique. Et personne ne sait de quoi demain sera fait. Moi, je ne le sais pas. Je pense qu'aucun apiculteur ne le sait. Mais si un jour, l'apiculture de production et les méthodes de sélection de l'apiculture de production montrent leurs limites, je ne dis pas que ce sera le cas, j'en sais rien, je ne suis pas voyante. Mais si un jour, ces méthodes atteignent leurs limites, comme on le voit dans d'autres domaines de l'agriculture, on voit que les systèmes de production arrivent au bout, atteignent leurs limites et ne sont plus pertinents, ce jour-là, il y aura toujours un réservoir génétique d'abeilles capables de revenir à un mode de vie plus naturel, capable de vivre sans être autant aidées par l'homme, et qui, elles, seront peut-être plus en mesure de sauver non seulement l'apiculture, mais également l'abeille mellifère. Voilà.